Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Eh bien, vous êtes nombreux à réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il réglementer prioritairement les tarifs les loyers, l'alimentation, gaz, électricité ou les transports en commun? Vous donnez votre avis, c'est le thème en tout cas de notre coup de projecteur de ce soir. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido sont nos trois vraies voix et vous souhaite à leur tour et de nouveau, si vous venez de nous rejoindre, une excellente année 2023, n'est-ce pas les vraies voix? Bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Santé, surtout. Et puis nous accueillons notre spécialiste, il est économiste chez Asterès, cabinet de conseil dans le domaine économique, Sylvain Bersinger. Bonne année à vous Sylvain. Merci, bonne année à vous aussi. Bon, on a plein de questions à vous poser, hein, vous l'avez compris. J'espère que j'aurai des réponses intéressantes. Oui, sur vous. Déjà en tout cas des pistes, parce que bon, alors ce qui est assez... je vais faire le tour déjà. Caroline Pilastre, vous, si vous aviez à exiger une réglementation pour vraiment, on va dire, dégager un peu d'oxygène de ce porte-monnaie des Français, vous metteriez sur les loyers, sur l'alimentation, sur le gaz, électricité ou sur les transports en commun, les restrictions? J'ai envie de vous dire les quatre, mon capitaine, mais je sais qu'il faut choisir et je ne peux pas faire deux en même temps. J'ai une grosse hésitation, indécision entre les loyers et l'alimentation. Je partirais sur l'alimentation, vu à la flambée de nos factures actuellement. Jean Dorido? Mais alors pour compléter, non, moi je serais vraiment sur les loyers, parce que c'est un fait qu'il y a quand même une crise du logement en France depuis 1000 ans, quoi. C'est quand même dingue. Et autant l'alimentation, c'est terrible. Maintenant, il y a quand même des solutions citoyennes qui sont apparues. On connaît tous les Restos du Cœur, on connaît la Banque Alimentaire, le Secours Populaire, le Secours Catholique. Donc on a le sentiment que les plus modestes d'entre nous, il y a quand même des solutions pour manger, alors que le logement, on voit bien que les sans domicile fixe, ça explose. Et puis le mal logement, des gens qui vivent dans des taudis, des marchands de sommeil sans scrupules, qui exploitent la misère. Et ça, c'est scandaleux. Bon. Et j'aimerais qu'on trouve des solutions là-dessus. C'est une belle plaidoirie, je vais bien la prononcer. De votre côté, Philippe Bilger? À la réflexion, et j'ai changé en une minute, je crois que ce serait davantage l'alimentation tout de même que le logement. Il me semble que le logement relève de quelque chose de plus structurel, alors que l'alimentation, c'est une question presque de vie ou de mort, parfois, et d'urgence. Eh bien, tenez-vous bien, la consultation pour l'instant des auditeurs de Sud Radio, 74% gaz électricité. Eh oui, mais ça veut dire qu'on sent bien aujourd'hui le mal-être autour de cette question. Et on va en parler à Sylvain Bersinger. L'alimentation à 17%, les loyers à 9% et les transports en commun à 1%. Sylvain Bersinger, est-ce que cette vague d'inflation déjà va durer? Est-ce que de toute façon, elle arrive à un moment où déjà le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Français, dans certains domaines, n'était pas acceptable? Donc, est-ce que, finalement, c'est un problème passager ou un problème beaucoup plus complexe? Alors, vous posez beaucoup de questions. On va les prendre. Je vous avais dit, on en avait 1000. Voilà. Non, si on essaie de faire un peu de projection, alors on va être très modeste parce qu'on se trompe toujours un petit peu dans ce genre de projection, on va probablement atteindre le pic d'inflation là en janvier-février. Ce qu'on voit quand même, c'est un certain nombre de bonnes nouvelles. Le gaz qui a quand même beaucoup baissé par rapport au pic de cet été, le pétrole qui a reflué dans une moindre mesure mais qui a reflué. Si on regarde les prix de production industrielle, les prix d'importation, ils sont tous soit en train de plafonner, soit en train de baisser dans l'industrie et l'agriculture. Vous êtes en train de nous souhaiter une bonne année 2023 là, oui, plutôt, je vais nuancer aussi, hein, mais alors, plutôt oui. Si vous regardez par exemple les États-Unis qui étaient en avance sur nous dans le cycle, l'inflation est vraiment en train de ralentir. Les chiffres espagnols de fin décembre, parce que l'Espagne a donné les chiffres de décembre, nous pas encore, ça va être dans 2 jours. Les chiffres étaient bons, hein, il y a vraiment, alors il y a toujours 6% d'inflation, mais enfin il y avait 11% cet été, donc il y a vraiment une tendance positive. Alors après, ce qu'il faut voir en France, c'est que en janvier-février, il va y avoir la hausse du bouclier tarifaire. Donc sur le gaz et l'électricité, qui va augmenter de 15%, ce qui va rajouter près d'1 point d'inflation, de manière presque mécanique. Alors que pour certains commerçants, c'est plus possible. Hein, oui, alors là, le bouclier tarifaire, c'est sur les ménages. Hein. Les entreprises n'étaient pas forcément concernées. Donc là, quand on parle d'inflation, l'inflation, si on ne précise pas, c'est les prix pour le consommateur. D'accord. L'analyse des prix pour les consommateurs. Donc, vu que le bouclier tarifaire va être augmenté de 15% en France, il n'y avait pas ce mécanisme-là, par exemple, quand j'ai parlé de l'Espagne, mécaniquement, en janvier-février, ça va pas être terrible parce qu'il y a une hausse
mécanique. Mais mars, et ça repart, quoi, c'est ça. Ouais. Oui, je pense que dès le printemps, on peut raisonnablement espérer. Après, bien sûr, hein, il peut y avoir des nouveaux embrasements géopolitiques ou autres. Il faut être très prudent, mais je pense qu'on peut espérer à partir du printemps une vraie décrue de l'inflation. Là, on est autour de un peu plus de 6%. Je pense que dans un an, en glissement annuel, donc le mois par rapport au mois d'avant, on sera allez 3-4%. Je me mouille un peu, hein, mais je pense que sur 2023, on va avoir une décrue. Alors, il y aura toujours de l'inflation, mais je pense qu'il y en aura. On va vers du mieux sur 2023. Caroline Pilastre. Concernant l'alimentation, moi, je serais pour baisser la TVA à 5%. Qu'on ne m'accuse pas d'être du RN. Si ça avait été LFI qui l'avait proposé, je trouve que c'est une mesure de bon sens qui doit être transpartisane. Parce que, tu le disais, Jean, il y a évidemment les épiceries solidaires, les restos du cœur, il y a des aides pour les plus précaires, mais les classes moyennes qui subissent et qui n'ont le droit à rien, elles sont en train de se restreindre et on sait que choisir, c'est renoncer. Donc moi, vraiment, en dehors des loyers, qui sont évidemment à gréver les budgets des familles, des particuliers, ainsi que la hausse du pass Navigo, des tickets de transport et compagnie, je trouve que ça serait une mesure qui serait pérenne, parce qu'on sait très bien que les Français ont de plus en plus de mal à se nourrir. Ouais. Pardon, sur la question Sylvain Bersinger, je rappelle que l'Espagne a décidé de baisser totalement la TVA. Alors est-ce que pour nous c'est possible? Alors clairement, la position que défend Asterès, c'est qu'on est assez sceptique sur cette mesure, pour deux raisons. La première, c'est que quand vous baissez la TVA, les entreprises n'ont pas d'obligation de répercuter cette baisse dans leur prix. Alors, on a beaucoup d'exemples historiques et qui donnent des résultats très différents. Il y a des cas où une très grande partie a été répercutée dans les prix, d'autres cas où une très faible partie. Donc c'est difficile de savoir, à partir des exemples historiques, précisément de combien les commerçants jouent le jeu, j'ai envie de dire. Mais il y a une partie qui va être captée par les entreprises. Donc le problème, c'est que l'État va perdre des recettes fiscales, dont une partie ne va pas aller dans la poche des ménages, mais dans la poche des entreprises, ce qui n'est pas forcément le but initial. Il y a un autre problème qui me rend... Même si ça s'accompagne d'une réduction obligatoire des prix réduction obligatoire des prix, on est en économie capitaliste. Donc après, on va vers une économie administrée, ce qui pose d'autres débats. Là, vous ouvrez encore une nouvelle porte. Mais dans notre système actuel, quand on baisse la TVA, l'idée, c'est que les entreprises répercutent cette baisse, ce qui n'est pas toujours exactement le cas. Donc encore une fois, c'est un débat très complexe de savoir, d'analyser l'exemple historique, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais on sait qu'en tout cas, une partie, qui est difficile à estimer, va être gardée par les entreprises. L'autre point qui me rend sceptique sur cette mesure, c'est que même sur l'alimentation, les 10% les plus riches consomment à peu près 2 fois plus que les 10% les plus pauvres. Parce qu'ils achètent des produits de qualité. Prenez les pâtes. Les plus riches achètent des pâtes bio, de marque, etc. Les plus pauvres achètent des pâtes Lidl, premier prix. MDD. Donc pour vous, on ne peut pas réguler, comme en Espagne. Ça ne serait pas possible, en fait. Ils ne peuvent pas jouer le jeu. Alors, c'est pas qu'ils ne peuvent pas jouer le jeu, c'est que quand vous baissez la TVA, vous la baissez pour tout le monde. Et donc, les 10% les plus riches, quand vous baissez la TVA sur l'alimentaire, vont prendre 2 fois plus, prendre entre guillemets, vont bénéficier 2 fois plus de cette perte fiscale de l'État que les plus modestes. Donc, en fait, l'État fait une grosse perte de recettes fiscales, et avec une partie de l'argent qui va dans la poche des entreprises, une partie significative qui va dans la poche des plus aisés. Finalement, c'est pas trop le but recherché. Il y a une grosse perte de recettes fiscales pour un gain pour les classes moyennes et populaires qui est assez contestable, en fait. Donc, Philippe Bilger. Globalement, par rapport aux autres pays, vous trouvez que la France, comme le pouvoir l'affirme assez volontiers, se débrouille mieux que les autres face à ces crises? Alors, se débrouille, oui et non. C'est-à-dire que clairement, la France a moins d'inflation que les autres pays européens, ça c'est incontestable, ça se voit dans les chiffres. On est à 6, hein, c'est ça? Voilà, 6,2. Mais... Alors que les autres sont à 10. Grosso modo, c'est ça. Hein. Et on est, alors c'est plus vrai en novembre, mais en septembre-octobre, on était le pays de la zone euro où il y avait le moins d'inflation. Donc on se débrouille mieux, oui, mais il faut voir que ça a un coût. Pourquoi on se débrouille mieux? On se débrouille mieux entre guillemets. La raison principale, c'est le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, qui a plafonné la hausse des prix, ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup d'autres pays. Donc oui, on se débrouille mieux, mais c'est l'État qui met l'argent à la poche. Donc on se débrouille mieux parce que l'État français a mis plus d'argent sur la table. Donc après, c'est une question d'arbitrage. En France, on a fait le choix de creuser un peu plus le déficit public pour limiter les hausses de prix. D'autres pays européens n'ont pas fait ce choix-là. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'inflation, mais il y a un peu plus de déficit. Donc c'est une question d'arbitrage. Alors je vais donner la parole à Jean Dorido, qui lui était plus partie prenante concernant l'obligation sur les loyers. Je sais que je vous emboîte le pas. Jean, je donne un repère. Un loyer, un 2 pièces à Marseille. C'est-à-dire un 2 pièces si vous êtes une famille avec un enfant. Déjà, vous êtes serré. Hein. C'est 700 € par mois. Si
en termes de salaire, vous êtes à 1500 €, c'est la moitié qui va là-dedans. Ça passe pas. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas accès au logement, de toute façon, parce que les bailleurs demandent que le ménage gagne 3 fois plus que le loyer. Donc déjà, vous n'avez même pas, si vous voulez, accès au logement. Après, si vous voulez, j'imagine que dans les personnes qui votent, il y a beaucoup de propriétaires, évidemment, et peut-être même de propriétaires de maisons individuelles, ce qui explique que, bien sûr, ils ont ce souci du chauffage, parce que le gaz et l'électricité, oui, c'est pour se chauffer. Donc, bien sûr, ils pensent effectivement à leur cas personnel, ce qui est tout à fait respectable et légitime. Maintenant, oui, je reviens sur les loyers, il y a un vrai souci. Et la question que j'aurais pour notre invité, c'est de savoir, en termes d'emploi, parce que bien sûr que c'est bien de réglementer tout ça. Maintenant, moi, je rêverais d'une France où tout le monde a du job, et en plus du bon job, avec un bon salaire, justement, et de quoi se payer à manger et de quoi se loger. Et là, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on a une vision peut-être d'un emploi qui repartirait et des salaires qui partiraient à la hausse? On sait que les patrons pleurent, ils ne trouvent plus personne à embaucher parce que les gens veulent plus travailler. Et est-ce que ça va faire monter les salaires et monter l'emploi? Alors Jean, juste si je peux me permettre, vous êtes en train de dire dans la balance salaire et coût du loyer, il y a un déséquilibre évident sur laquelle de ces deux matrices on peut plus jouer. J'ai synthétisé? Oui, c'est une très bonne synthèse. Vous répondez, cher Sylvain. Oui, alors il y a beaucoup de questions en une, mais sur les loyers, c'est vrai que c'est un énorme problème. Enfin, je pense comme vous en Ile-de-France, on connaît tous les loyers. Il y a un problème depuis situation qui est que l'évolution économique a fait que l'emploi s'est concentré dans les métropoles. Donc c'est Paris, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est les grandes métropoles, Toulouse aussi, Bordeaux. Et construire à Paris, augmenter les surfaces, c'est compliqué. Donc c'est une question qui est tout à fait importante. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est une question cruciale. Je paye un loyer en Ile-de-France et j'en suis tout à fait conscient. Je compatis. Mais moi aussi. C'est difficile de trouver une solution simple en fait, parce que les gens veulent tous habiter à Paris, si possible dans les beaux quartiers, dans les métropoles, parce que c'est là qu'il y a de l'emploi, des opportunités, c'est là qu'il y a des écoles, c'est là qu'il y a des hôpitaux, etc. Et évidemment, si tout le monde veut habiter au même endroit, ça fait flamber les loyers. Donc j'ai vraiment pas de baguette magique sur cette question-là. On peut essayer de construire plus. C'est pas facile parce que tout le monde veut construire plus, mais quand on dit on va construire plus dans le square à côté de chez vous, personne ne veut, c'est l'éternel problème. Réglementer les loyers, c'est-à-dire interdire les hausses de loyers. Alors oui, il y a une loi qui existe déjà sur l'indice. Oui, alors il y a des lois. Et puis après, il y a des villes qui ont mis des réglementations. Pas terrible. Alors moi, je suis pas forcément l'expert de l'immobilier, donc j'irai pas en détail, mais le problème, c'est l'effet pervers qu'il peut y avoir. Parce que on disait, il y a dans les métropoles notamment un manque de construction. Si vous mettez des réglementations sur les loyers, vous empêchez les hausses de loyers, ou l'inflation augmente plus que les loyers, les promoteurs ont moins d'incitation à construire aussi. Donc je suis tout à fait d'accord, à court terme c'est intéressant, à long terme il peut y avoir des effets pervers, donc il faut être prudent. Sur le job, alors, est-ce que ça va repartir et l'emploi et les salaires? Sur l'emploi, ça a déjà réparti en fait. Si vous regardez les chiffres sur 2022, des créations d'emplois, ils sont très bons. Il y a pratiquement 100 000 créations nettes d'emplois par trimestre, grosso modo. Le taux d'emploi en France est sur des plus hauts historiques et le taux de chômage est 7 et quelques pourcents, j'ai plus le chiffre exact en tête, sur des plus bas depuis pratiquement les années 80. Avec une augmentation des salaires, puisque certaines branches, certaines professions ont compris qu'il fallait aussi attirer le travailleur de qualité. Oui, alors les salaires augmentent déjà parce que le SMIC est indexé sur l'inflation, donc le SMIC augmente mécaniquement. Et oui, les salaires augmentent à peu près, on va être sur du 3,5 en 2022, grosso modo. Après, ça dépend si on prend les primes ou pas, les chiffres peuvent changer, ça dépend quel type de salaire on regarde. Mais oui, il y a une hausse de salaire, alors qui est pour l'instant inférieure à l'inflation, ça clairement. Les exemples historiques qu'on a, c'est quand il y a une vague inflationniste, une poussée inflationniste comme on l'a connu, souvent en début de cette poussée inflationniste, les salaires mettent du temps à réagir. Donc il y a une première phase dans laquelle on est, où l'inflation augmente plus vite que les salaires. Et souvent, alors ça c'est les exemples historiques, je n'ai pas de boule de cristal pour dire que ça va se passer, mais dans un deuxième temps, quand l'inflation commence à baisser, ce qui est probablement, on peut l'espérer être le cas en 2023, les salaires continuent sur leur poussée, et là il y a un rattrapage de pouvoir d'achat un peu en sortie de crise inflationniste. Voilà, ça c'est les exemples historiques. Je ne dis pas que ça va forcément se passer comme ça, je pense que sur 2023, les salaires vont quand même continuer à augmenter autour de 3-4%, parce qu'on a, comme vous le disiez, on est dans un marché du travail très tendu. Les difficultés de recrutement des entreprises sont à des plus hauts. Donc alors on arrive, Philippe Bilger, à la question du gaz et de l'électricité aussi. C'est ce que disent nos auditeurs. Mais alors, oui,
Absolument, mais vous comprenez pourquoi est-ce que c'est l'urgence, l'immédiateté des problèmes liés peut-être à la guerre de l'Ukraine qui font qu'ils ont cette priorité, contrairement à nous qui avons proposé des priorités plus stables et plus anciennes. Alors comme vous dites, la consultation, 73% des auditeurs, alors bien sûr c'est une consultation, c'est pas un sondage, mais privilégie le gaz et l'électricité, parce qu'aujourd'hui on a eu notamment ce matin un débat dans la matinale de Patrick Roger, les boulangers criaient au secours. C'est catastrophe, nous pouvons mettre la clé sous la porte, c'est pas du simple au quadruple. Alors en fait le gouvernement a peut-être un petit peu anticipé votre sondage, puisque le bouclier tarifaire, il a justement été sur le gaz et l'électricité, et s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire, alors qui a coûté très cher aux contribuables, mais qui a été très efficace, le prix du gaz et de l'électricité se sera envolé dans des proportions bien supérieures, très largement supérieures à ce qu'on a vu, comme ça a été le cas chez certains de nos voisins en Angleterre ou ailleurs, où il n'y a pas eu ce bouclier tarifaire. Donc cette urgence, je la comprends, parce que c'est le gaz, donc l'électricité, parce que le prix de l'électricité dépend en partie du prix du gaz, c'est ce qui a le plus flambé, ou qui aurait le plus flambé son bouclier tarifaire. Et c'est pour ça que, évidemment, les ménages ont été inquiets là-dessus, et c'est aussi pour ça que le gouvernement a mis de l'argent pour limiter les hausses du gaz et de l'électricité plutôt que d'autres produits. Donc je dirais que le gouvernement est un petit peu d'accord avec vos auditeurs d'une certaine façon. Oui, alors les auditeurs, vous n'hésitez pas, 0826 300 300 pour nous donner votre point de vue. Je repars vers vous, Caroline Pilastre, sur cette histoire de gaz et l'électricité. Et pourtant, il y a eu des chèques qui ont quand même été remis à une partie de la population pour tout ce qui était l'énergie. En fait, il y a eu des efforts de fait de la part du gouvernement dans ce sens-là. Mais moi, la question que je voulais vraiment spécifiquement vous poser également, en tant qu'économiste, on voit aussi un phénomène depuis la crise de la Covid. Sociologiquement, psychologiquement, les Français qui ont pu épargner ont mis donc de l'argent de côté, s'en servent pour des raisons inflationnistes maintenant, mais n'ont plus envie réellement de consommer. Il y a évidemment la cause écolo. Ils ont pris conscience pendant la Covid, évidemment, que surconsommer, ça n'était pas forcément très bon pour la planète et leur portefeuille, et la peur du lendemain. Est-ce que vous pensez que les Français ont envie de revenir à une économie pas raisonnable, mais un peu plus de coup de cœur? Parce que moi, c'est ce que je vois autour de moi. Les gens de classe moyenne qui pourraient se permettre un peu plus ne veulent pas, parce qu'ils se disent on ne sait pas quelle sauce on va être mangé dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il y a encore plus une peur du lendemain qu'à l'époque de la Covid. Sylvain Bersinger. Alors, je suis pas expert de psychologie, je vais être un petit peu bassement économiste. Vous inquiétez pas, on en a un. Il saura vous apporter son point de vue. Non, alors, ce qu'on voit sur la consommation, c'est qu'évidemment, elle a pris un coup avec l'inflation, ça c'est évident. Le taux d'épargne, il est globalement revenu au niveau d'avant crise Covid. Il avait beaucoup augmenté pendant la crise Covid. Bien sûr. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais grosso modo, il est revenu sur les niveaux de 2018-2019. Donc, dans les comportements d'épargne, je dirais, on voit pas vraiment de basculement comme vous pouviez le suggérer. Alors après, je dis pas que certains Français n'aient pas pris conscience de certaines choses et des changements de mentalité, etc. Mais dans les chiffres un peu macroéconomiques que je vois, j'ai pas vraiment cette perception-là. Disons, on est plutôt sur des taux d'épargne similaires. On est sur une consommation qui a un peu baissé, mais c'est un peu logique parce qu'il y a eu de l'inflation et des pertes de pouvoir d'achat. Donc en fait, sur les données macro, je suis pas vraiment surpris par ce que je vois en fait. J'ai du mal à percevoir ce que vous dites, mais qui est peut-être vrai, mais que je vois pas trop dans les chiffres. Jean Dorido. Oui, non, moi, ce que j'aimerais comprendre, si vous pouvez nous éclairer, parce que la guerre en Ukraine, parfois, elle a un peu bon dos. Oui. Et on a le sentiment que finalement, c'est tout la faute à la guerre en Ukraine. Alors que, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même cette inflation, et notamment concernant le coût de l'énergie, manifestement, elle n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Alors il y a une question déjà de lissage gaz et électricité. Nous, on s'y tient, tout le monde ne le fait pas. Alors il y a plusieurs questions en même temps. En fait, je pense qu'il y a eu 2 chocs inflationnistes. Il y a eu la guerre en Ukraine, incontestablement, qui a joué, mais il y avait déjà de l'inflation avant la guerre en Ukraine. À partir de septembre, de l'automne, on va dire 2021, on a déjà vu les prix qui ont commencé à augmenter. Et elle vient d'où cette inflation? Parce que quand on n'est pas ceinture noire d'économie, parfois c'est difficile à comprendre, d'autant qu'on a quand même, moi j'ai été biberonné, si vous voulez, à cette Europe de Maastricht, qui avait vraiment une sainte horreur et même une sainte angoisse de l'inflation. C'était tout sauf l'inflation. Et c'est vrai qu'on a connu quand même un euro extrêmement stable, avec quasiment 0 inflation pendant très très longtemps. Et comment ça se fait? De quel chapeau elle sort
tout à coup cette inflation? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortie de crise Covid, il y a eu tous les pays du monde, ça a été vrai en France, mais on va dire grosso modo tous les pays du monde ont mis énormément d'argent. En France, on appelait ça le quoi qu'il en coûte de Macron, mais tous les pays ont fait plus ou moins la même chose. Ont mis énormément d'argent pour relancer l'économie en sortie de crise Covid, ce qui à mon avis était une bonne chose, c'est ce qu'il fallait faire. Et donc la consommation, l'investissement en sortie de crise, on va dire en 2021, en Europe, aux États-Unis, au Japon, a été globalement très forte. Et cette consommation, cette demande très forte est arrivée sur des chaînes d'approvisionnement, sur des chaînes d'approvisionnement qui étaient désorganisées par la Covid. Et donc, vu qu'il y a eu beaucoup de demandes dans à peu près tous les pays du monde pour des biens industriels, pour des matières premières, eh bien, mécaniquement, ça a fait augmenter les prix. Donc ça a été un premier choc lié à une très forte demande mondiale, donc été-automne 2021, et la guerre en Ukraine a été, je dirais, le deuxième choc. Ça a été un choc inflationniste, il y avait déjà de l'inflation dans les tuyaux, et ça a été un peu la deuxième lame. Et pour conclure, hein, Sylvain Bersinger, parce que nous sommes tenus par le temps. Ouais, c'est passionnant. Hein, allez-y, Sylvain, pour conclure. Oui. Alors, pour conclure, eh bien, oui, il y a eu ces deux chocs inflationnistes. On est sur une inflation historique, hein, ça fait 40 ans qu'on n'avait plus connu ce niveau d'inflation-là. Moi, je suis raisonnablement optimiste, encore une fois, avec toutes les prudences qu'il faut prendre. Je pense que 2023, l'inflation va décroître assez sensiblement, et je pense que dès 2024, on peut espérer, sauf choc géopolitique ou autre, revenir à des niveaux d'inflation, les 2, peut-être 3%, mais des niveaux tout à fait acceptables. Mais chers Vrévois, et ça n'a rien à voir avec cette prédiction qui est très positive, mais nous sommes en présence d'un économiste qui reviendra sur cette antenne, parce qu'il a été passionnant. Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, merci. Merci à vous. C'était précis, et en plus, ça nous donne envie de nous lancer dans 2023. C'est optimiste. Non. Alors, on va remercier, vous savez, Margot Viel, qui nous aide à préparer cette émission, et Margot était une nouvelle fois. Alors, les Vrévois, et notamment vous, Philippe Bilger, il va falloir se rapprocher du micro, puisque nous vous attendons pour le fameux quiz de l'actualité. Encore merci, Sylvain Bersinger. Merci.